Bonjour à tous. Nous allons, comme toutes les années, commémorer les victimes de l'esclavage colonial en ce 23 mai 2020. Nous allons d'abord commencer par un dépôt de gerbes en honneur à nos aïeux, victimes de l'esclavage colonial. Merci pour ce dépôt de gerbes. Nous allons poursuivre. Je vais vous lire un texte à l'occasion de cette commémoration des victimes de l'esclavage colonial. Monsieur le maire, conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, mesdames et messieurs. 2 semaines après la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, nous célébrons en ce 23 mai la journée nationale de la mémoire des victimes de l'esclavage colonial. Nous célébrons la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui sont devenus citoyens en mai 1848. Ce passage du statut d'esclave à celui de citoyen, avec les prérogatives qui y sont associées, témoigne de la volonté de la République de reconnaître à ces hommes et à ces femmes les mêmes droits que les autres. La France leur permet ainsi, alors qu'ils ont accédé à la liberté, de disposer des mêmes droits que les autres citoyens à travers l'état civil. Ces commémorations permettent ainsi aux générations actuelles et futures de se souvenir de l'histoire de ces esclaves libérés, devenus citoyens à part entière. Ceci étant dit, je souhaite profiter de cette occasion pour vous parler des pratiques d'asservissement des esclaves par le Royaume de France. On a tendance à croire que l'histoire de l'esclavage commence en Afrique. Au début de la colonisation française, les premières main-d'œuvre serviles étaient amérindiennes. En 1654, dans l'île de la Tortue, sur 450 esclaves, 250 étaient amérindiens. Ces derniers étaient acheminés par des navires corsaires depuis les côtes de Campeche, au sud-ouest du golfe du Mexique. Très rapidement, la proportion d'esclaves amérindiens diminue dans les colonies françaises. Dans le recensement de 1671, les esclaves amérindiens représentent plus que 2% en Guadeloupe et 1% en 1687 en Martinique. Si l'esclavage des Amérindiens reste limité dans les Antilles françaises, c'est en raison du recul de la population autochtone dû au virus, comme par hasard, au massacre et aux guerres, mais aussi en raison des plaintes des colons concernant l'orgueil et le refus de travailler des Amérindiens. Les Amérindiens sont jugés être de bons domestiques, mais de mauvais cultivateurs. Les colons se tournent tout naturellement sur le choix des Africains. 3 raisons expliquent ce choix. D'une part, l'habitude s'est prise de les utiliser dans les îles de l'Atlantique, les îles de Madère et de Canaries, et du golfe de Guinée, du côté de Sao Tomé, où depuis le XVe siècle, des esclaves africains travaillent. D'autre part, l'immunité, cette immunité contre de nombreuses maladies tropicales. Enfin, l'esclave noir, parce qu'il est transplanté, est plus facilement contrôlable que l'amérindien, dans les chances de succès en cas d'évasion sont plus grandes. Depuis la fin du XVIe siècle, des marins et marchands français fréquentent les côtes africaines. Ils y exercent le commerce de l'or, du cuir, des esclaves. Ils vont vendre les captifs africains dans les colonies espagnoles de l'Amérique. Sous le règne de Louis XIII, l'exclusivité du commerce avec la côte africaine est donnée à deux principales compagnies. En 1716, face à l'échec de ces 2 compagnies, qui se sont avérées incapables de fournir aux colonies françaises un nombre suffisant d'esclaves, le commerce négrier est ouvert par ordre du roi
à tous les négociants du Havre, de La Rochelle, de Nantes, de Bordeaux, entre la rivière de la Sierra Leone et le cap de Bonne-Espérance. Environ les 3/4 des esclaves introduits dans les colonies du Royaume de France ont été transportés par des négriers partis des ports français. La première expédition française officiellement reconnue est effectuée par le navire L'Espérance, qui, après la vente de ses esclaves à Saint-Domingue, revient à La Rochelle en 1643. Cette ville est d'ailleurs le premier négrier français de la fin du XVIIe siècle. Les esclaves les plus recherchés sont ceux de grande taille, sans doute parce que l'efficacité au travail augmente avec la taille. En Martinique, l'origine géographique des esclaves est similaire à celle de Guadeloupe, avec plus de la moitié d'entre eux qui sont originaires de la baie du Biafra. Les captifs sont préalablement rassemblés par de véritables routiers qui sont le point d'aboutissement de toute une chaîne d'intermédiaires assurant la capture et l'acheminement des captifs de l'arrière-pays jusqu'à la côte. Le séjour des navires négriers au large des côtes africaines est long. Il faut 3 à 5 mois pour compléter une cargaison, certains pouvant mettre jusqu'à 1 an. Pendant ce temps, les premiers captifs restent entassés dans l'entrepôt du bateau négrier. Ils ne sont pas sortis tant que la terre est en vue, par crainte des révoltes ou des évasions. La mortalité est énorme. Il arrive parfois qu'un quart des captifs meurt alors que le navire est toujours au large de l'Afrique. Le nombre moyen de captifs embarqués sur chaque navire se situe autour de 300. Le plus gros navire négrier français a pu transporter 1020 captifs. La traversée en Atlantique en direction des Antilles dure 1 à 3 mois selon le lieu de départ. La mortalité est importante, en moyenne 13% de captifs décèdent au XVIIIe siècle et 20% au XIXe siècle en raison de la précarité des expéditions négrières. Environ 2 millions d'esclaves ont été introduits dans les colonies du Royaume de France, de 1625 à 1848. Mais pendant 2 siècles, ce sont plus de 4 millions d'esclaves qui ont peuplé les terres françaises. La condition juridique de l'esclave au début de la colonisation n'est pas codifiée. Des usages se mettent en place. Les autorités coloniales locales prennent les premières mesures d'ordre réglementaire. L'ensemble des réglementations sont rassemblées dans un recueil de règlements appelé le Code noir. Il en existe plusieurs éditions, à chaque fois augmentées de textes nouveaux. Il existe l'édit de mars 1685 ne concerne que les Antilles françaises. La législation a développé un système coercitif qui a pour but de maintenir la discipline des esclaves. Les mesures prises peuvent se classer en 7 formes d'interdiction. Il est interdit aux esclaves de s'absenter de l'habitation de leur maître sans autorisation, de vendre certaines denrées coloniales, comme le sucre ou le café, de s'attrouper, d'être armé, de manipuler du poison, d'être marron, de porter atteinte à un blanc. Toutefois, la législation évolue vers un plus grand contrôle des esclaves, mais aussi des maîtres. Dans la pratique, l'esclave prend la forme d'un bien immobilier qui se vend, s'échange, se loue, se saisit, se lègue et s'hérite. L'attitude des esclaves face à sa condition est très variable. D'une part, elle dépend du travail effectué, des rapports qu'il entretient avec son maître. D'autre part, elle est liée à la personnalité propre de chaque individu asservi. Cependant, 2 comportements peuvent être observés: l'adaptation et la résistance de l'esclavage au système esclavagiste. Les révoltes, les suicides, les empoisonnements, le marronnage, la lenteur, la simulation d'une maladie, les festivités non autorisées sont des formes de résistance adoptées. La lenteur au travail est la plus visible, mais la plus générale. À la lenteur au travail s'ajoute parfois le sabotage et surtout les incendies. Autre forme de résistance, l'empoisonnement. La peur d'être empoisonné par leurs esclaves est une des hantises du maître. Par tous les moyens, l'esclave essaie d'échapper au travail, parfois en s'échappant de l'habitation. La forme de résistance qui a le plus marqué les esprits est le marronnage. Les marrons sont des fugitifs, échappés de l'habitation ou de la maison de le propriétaire. Cependant, la forme la plus dangereuse pour les colons, mais aussi la plus rare, c'est la révolte. La première révolte d'esclaves dans les colonies du Royaume de France date de 1639. En 1832, Charles Bisset fonde la Société des hommes de couleur et réclame l'abolition de l'esclavage. Au XVIIIe siècle, la condamnation de l'esclavage est purement morale et humanitaire. Au cours de la première moitié du XIXe siècle,
le débat se déplace de plus en plus vers le plan économique. En 1834, la Société française pour l'abolition de l'esclavage est fondée. En mai 1840, une commission pour l'examen des questions relatives à l'esclavage, présidée par le duc de Broglie et majoritairement formée d'abolitionnistes, est instituée. Pour calmer l'impatience des abolitionnistes, le gouvernement met en place la loi du 10 juillet 1845, dite loi Mbaco, au nom du ministre de la Marine et des Colonies. Ce texte modifie le statut de droit privé des esclaves. Cette loi n'est pas respectée par les planteurs. Face à l'échec des tentatives réformistes, les abolitionnistes radicaux comme Victor Schœlcher souhaitent l'abolition immédiate et inconditionnelle de l'esclavage. Les républicains, face à l'immobilisme du régime, se rangent aux côtés des abolitionnistes radicaux. La révolution de 1848 bouleverse la donne politique de manière brutale. Les républicains arrivent au pouvoir. Schœlcher parvient à convaincre le ministre de la Marine des Colonies, François Arago, de la nécessité d'abolir immédiatement l'esclavage sans attendre la formation du gouvernement définitif. Le 27 avril 1848, le gouvernement provisoire prend le décret de l'abolition. 2 membres de la commission sont chargés de procéder à la promulgation de l'esclavage aux Antilles. Lorsqu'ils arrivent, l'esclavage a déjà été aboli. En effet, dès la décision prise à Paris, les rumeurs sur l'abolition circulaient parmi les esclaves. Le 22 mai 1848, une insurrection éclate à Saint-Pierre en Martinique. Le gouverneur proclame le 23 mai l'abolition, 11 jours avant l'arrivée du porteur du décret. Craignant des troubles similaires, le gouvernement de la Guadeloupe décrète l'abolition de l'esclavage le 27 mai 1848. Avec cette abolition de l'esclavage, c'est donc, entre autres, tout un processus d'état civil qui se met en place et garantit ainsi l'accès aux droits fondamentaux. Cette commission Schœlcher qui a organisé ce processus d'attribution des patronymes, des règles ont été fixées et déclinées d'un territoire à l'autre. Les noms patronymiques ont été composés à partir d'anagrammes, en fonction de l'histoire, de la géographie, en prenant un prénom ou un surnom. Si ce sont toujours les mêmes principes qui guident l'officier d'état civil, de nombreuses variantes ont été introduites en fonction de sa culture, de son origine, voire de son humeur. Ces patronymes, les anciens esclaves se les sont appropriés. Et c'est avec ces patronymes qui sont entrés dans la citoyenneté française. C'est avec ce patronyme que mes aïeux sont entrés dans la citoyenneté française. Enfin, pour finir, je vais pousser de remerciements à monsieur le maire qui a toujours été aux côtés des associations et particulièrement à nos côtés, et les membres de l'AMU pour leur présence et vous tous qui êtes présents ici. Merci. Je vais passer la parole à monsieur le maire. Madame la présidente de l'association Mémoire Ultramarine, chère Corinna, Monsieur le délégué général de Créforme, Mesdames et Messieurs les défenseurs du souvenir des victimes de l'esclavage, chère Pierreficoise, chère Pierreficois. Cette cérémonie qui nous rassemble, comme chaque année, au parc Nelson Mandela, devant la stèle honorant cet immense écrivain que fut Aimé Césaire, revêt aujourd'hui un caractère particulier. De par le principe de précaution sanitaire et les mesures de distanciation physique, nous pouvons nous rassembler en nombre. L'épidémie de Covid nous impose de faire preuve de responsabilité. Je sais que chacune et chacun d'entre vous en est conscient, comme moi-même. D'autant qu'en début d'épidémie, nous avons eu la douleur de perdre un ami profondément attaché à la culture ultramarine en la personne de Georges Merlot. Je sais aussi qu'il n'aurait pas, malgré la crise, compris que nous renoncions complètement à honorer les victimes de l'esclavage. Cette reconnaissance d'un fait historique inhumain et criminel qu'il aura fallu tant de temps à faire reconnaître comme tel est absolument indispensable. Il aura fallu toute l'obstination de Christiane Taubira et la détermination de Lionel Jospin pour que, le 10 mai 2001, un texte de loi dise clairement que le fait d'avoir considéré des êtres humains comme des marchandises était un crime contre l'humanité. Cette décision fait écho
à la mobilisation remarquable et salutaire pour notre mémoire collective de toutes les associations qui se sont réunies autour du collectif de la marche du 23 mai 1998. C'était très exactement il y a 22 ans. Ce beau combat était empreint d'une profonde humanité. Et c'est au nom de cette même humanité que nous florissons aujourd'hui notre stèle. Soyons fiers d'être, avec Aimé Césaire, et selon ses propres mots, de ceux qui refusent d'oublier. Disons-le, droit et debout, avec fierté et dignité. C'est le plus bel hommage que nous puissions rendre à toutes ces victimes, sous toutes les latitudes, qui ne sont plus. Un hommage que nous devons aussi à leurs descendants et à tous ceux qui, contre l'abîme de l'âme humaine et l'esprit du profit honteux, se sont élevés contre 3 siècles de comportements abjects. J'ai été à ce propos abasourdi de lire dans la presse qu'hier, 2 statues rendant hommage à Victor Schœlcher ont été vandalisées en Martinique, alors que l'île célébrait l'anniversaire de l'entrée en vigueur de l'abolition qu'il avait portée et défendue. Je rappelle que de nombreux documents relatifs à l'esclavage et à son abolition se trouvent ici même à Pierrefitte. Ils sont conservés dans le fond des archives nationales. À défaut de pouvoir aller les consulter sur place en cette période, de nombreuses ressources documentaires ont été mises en ligne dans le cadre du mois de la mémoire. À ce stade de mon propos, je vous demande en hommage à toutes les victimes de l'esclavage et en l'honneur de tous les combattants de la lumière et de la dignité de l'homme, de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie de votre attention. Permettez-moi d'avoir une pensée pour quelqu'un pour lequel j'avais une profonde affection. Il s'agit de Georges Merlot. Merci beaucoup.